Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. À toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. La Simco est désormais détenue à un tiers par la Société nationale immobilière. Le conseil d'administration du bailleur social a approuvé la vente ce matin à Kourou, une vente à laquelle s'oppose la collectivité territoriale de Guyane. Doit-on craindre une épidémie, une propagation de la tuberculose au lycée Gaston Monerville de Kourou? Un élève s'est plaint de tout accompagné de saignements la semaine dernière. Pour l'ARS, il n'y a pas de risque d'épidémie. En fin de journal, nous vous proposerons de découvrir le travail d'un jeune auteur guyanais, Maurice Tarcy. Il a présenté sa pièce de théâtre devant le public de La Boussole lundi soir à Paris. Reportage à suivre. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de votre fidélité. Vous savez que désormais, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook et également sur votre bouquet orange. À la une ce soir, la Simco est désormais détenue à 34% par la Société nationale immobilière. Le conseil d'administration du bailleur social a approuvé la vente ce matin à Kourou. Une vente à laquelle s'oppose la collectivité territoriale de Guyane. Son but, tout faire pour garder la majorité des parts au bénéfice de la Guyane. Les détails dans ce reportage de Gallo-Assim. Ce matin, on pouvait lire les préoccupations sur les visages des représentants présents lors du conseil d'administration de la Simco. À l'ordre du jour, le vote d'entrée de la SNI, la Société nationale immobilière, dans les parts du bailleur social guyanais. Oui, la SNI rentrera bien dans le capital, puisque fallait savoir quand même depuis maintenant quasiment 50 ans que l'État a la main sur la majorité des parts. On va essayer de rétablir, on va essayer de trouver des solutions, mais en face de nous, c'est du 6 contre 5. Voilà. Maintenant, on espère que le CNES va nous répondre avec un avis favorable en vendant les parts. Maintenant, on ne demandera plus à nous donner des parts gratuitement, mais on veut maintenant les acheter. Donc pourquoi ne pas revendre aux collectivités? Mais si maintenant les parts, on récupère 3%, que ce soit mairie, CTG, on peut devenir majoritaire. Maintenant, si le cas inverse, que la SNI devienne majoritaire par la suite, je ne vois pas quel est l'intérêt de la ville de Kourou de rester dans une structure où moi je serai un président pantin, assis, accepter toutes les décisions qui vont venir de Paris. Donc nous on va forcément vendre nos parts, avoir une discussion certainement avec la CTG pour que les parts restent guyanaises, mais ça ne sert à rien d'avoir 40% quand tu es assis sur 22 millions et tu ne sers à rien. À hauteur de 14% des parts de la Simco, le Centre national d'études spatiales pourrait faire la différence en vendant 3% de ses parts aux collectivités locales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, la messe n'est pas encore dite. Là maintenant, le combat c'est sur l'augmentation du capital. Et c'est là-dessus qu'il faudra être vigilant, même si on sait qu'on n'a pas les mêmes armes, même si on sait qu'on n'est pas appuyé par Bercy. C'est une loi qui est votée. C'est-à-dire que ce qu'on fait en Guyane, il ne faut pas prétendre que c'est nous qui sommes plus en retard que d'autres. Ils l'ont fait en Martinique, ils l'ont fait en Guadeloupe, ils l'ont fait à Mayotte, ils le feront bientôt à La Réunion. C'est une loi qui a été votée pour tous les SIDOM. Maintenant, nous, c'est de maintenir la présence des collectivités, CTG, mairie de Kourou, au sein du pacte d'actionnariat, de donner notre volonté de blocage quand il le faudra et de jouer maintenant sur la gouvernance et surtout d'avoir les options d'achat pour racheter au fur et à mesure à la SNI ces parts de capitaux. Pour le représentant du personnel, cette session est vécue comme une résignation. On a tout essayé, on a alerté les autorités, on a alerté la population. Mais non, maintenant, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, il faut accepter, hélas, la venue de la SNI et faire avec. Voilà. En espérant que ce ne soit pas trop préjudiciable pour notre avenir à tous.
et celui de la Guyane. Ce n'est qu'une première étape de la prise en main de la SNI. Plusieurs opérations de capitalisation seraient à venir dans les prochains mois avec l'objectif d'avoir une majorité franche au sein de la SIMCO. Le projet de loi sur la fin du pétrole en France à l'horizon 2040 poursuit sa navette parlementaire. Demain, le député Gabriel Serville compte déposer 2 amendements en vue d'exclure la Guyane du champ d'application de cette loi. En d'autres termes, poursuivre l'exploration et le cas échéant l'exploitation du pétrole au large de la Guyane. Gabriel Serville était au micro de Pierre Tréfou. La loi a donné compétence à la région Guyane de l'époque et donc aujourd'hui à la CTG pour tout ce qui concerne les délivrances de permis d'exploration, exploration d'hydrocarbures offshore. La loi de Nicolas Hulot n'a pas tenu compte de cette compétence qui était dévolue à la CTG et donc elle a décidé qu'à partir d'une certaine date, on va arrêter de délivrer des permis d'exploration. Mais c'était sans compter que cette compétence pour la Guyane avait été accordée à la CTG. Donc la moindre des choses qu'il fallait faire, c'était que les commissions ad hoc puisse auditionner la CTG, qu'elle puisse entendre ce que devait être l'avis de la CTG par rapport à cette question. Et c'est ce qui n'a pas été fait et c'est la raison pour laquelle j'ai introduit cette motion de renvoi en commission. Et si jamais elle n'obtenait pas satisfaction, il y a les 2 amendements que j'ai déposés pour pouvoir reprendre les propositions qui avaient été validées par le Sénat et qui excluaient de fait la Guyane du champ d'application de la loi présentée par Nicolas Hulot. Tout autre chose à présent. Après 2 mois de grève, les contrôleurs du ciel ont notamment obtenu de la Direction générale de l'aviation civile la réorganisation du temps de travail. Cela implique la fermeture de la tour de contrôle durant la nuit, une situation qui affecte les vols des compagnies brésiliennes et surinamiennes. Hier soir, un accord a été trouvé avec l'ensemble des acteurs. Le point avec Isabelle Patient, vice-présidente de la CTG, au micro de Galwassim. C'est tenu une réunion à la CTG avec l'ensemble des parties concernées, donc à savoir la direction de la navigation civile en Guyane, la navigation aérienne, les syndicats, des représentants des syndicats donc de la DGAC et également la Suriname Airways, compte tenu de tout ce qu'on a entendu ces derniers temps où on sait très bien qu'il y a un sous-effectif avéré des contrôleurs aériens et que là on arrivait dans une phase qui allait être une phase critique à la veille des fêtes de Noël, donc à compter du 1er décembre, et nous avons souhaité réunir l'ensemble des acteurs de manière à avoir toutes les solutions qui étaient faisables, qu'on pourrait mettre en place pour éviter, on va dire, cette catastrophe. Disons que s'il n'y avait pas eu cet accord, et donc là, franchement, je tiens à remercier particulièrement les contrôleurs aériens qui vont faire vraiment un effort pour pouvoir, on va dire, pallier à cette urgence et continuer à travailler dans des conditions très difficiles. Et en gros, ils vont nous aider, grâce à eux, justement, il n'y aura pas de fermeture de ces vols la nuit pendant le mois de décembre. Et dès le mois de janvier, donc la direction s'est engagée à renforcer les moyens avec notamment du personnel administratif qui est diplômé, qui est agréé, qui serait affecté en renfort des contrôleurs aériens. Donc ça permettrait d'avoir une solution, on va dire, des solutions un peu hybrides, mais qui est pragmatique, qui permettent en tout cas de pallier à l'urgence. Et d'ici, en tout cas, le premier semestre 2018, déjà les effectifs devraient remonter, donc de manière à avoir des effectifs normaux pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, tout bêtement et simplement. De son côté, le député Gabriel Serville propose de solliciter l'armée pour venir en aide aux contrôleurs aériens, toujours en sous-effectif. Il explique de quelle manière au micro de Pierre Tréfou. La solution que j'avais proposée, on peut considérer que c'était un pis-aller, c'était de solliciter, de réquisitionner l'armée parce que je sais qu'elle détient certaines des compétences dont on a besoin pour assurer le contrôle aérien. Mais bien évidemment que cette solution, si elle devait être mise en œuvre, ne pourrait pas être une solution définitive. On a bien compris que le problème qui se pose, c'est un manque de personnel alors que les supports budgétaires existent et il n'y a pas suffisamment de personnes désireuses de pouvoir intégrer la plateforme de l'aéroport Félix-Éboué. Je crois qu'il faut qu'on soit capable, à un moment donné, de poser la question sur le moyen, mais surtout sur le long terme, en faisant en sorte qu'on puisse aller recruter parmi nos jeunes Guyanais certains qui auraient la fibre pour pouvoir suivre ces études, à l'instar de ce qui s'est passé avec Sciences Po Paris, mettre quelques-uns en classe préparatoire pendant 2 années, quitte après à leur permettre d'intégrer l'École nationale de l'aviation civile avec une possibilité pour eux de venir travailler dans leur pays d'origine, de leur territoire d'origine.
Ouvrons une page de santé. Doit-on craindre une propagation de la tuberculose au lycée Gaston Monerville de Kourou? Un élève de la classe de première s'était plaint de toux accompagné de saignements la semaine dernière. Un deuxième cas est en cours d'analyse. Pour Jacques Cartiot, directeur de l'Agence régionale de la santé, pas de crainte d'épidémie à avoir. Néanmoins, un dépistage est proposé à l'entourage de l'élève. Le directeur de l'ARS était au micro de Jonathan Larieux. Il existe parfois dans le monde des tuberculoses dites résistantes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les soigner. Ça n'est pas du tout le cas en Guyane, j'insiste un peu là-dessus d'ailleurs, la tuberculose en Guyane se soigne. Il y a 3 étapes. Il y a d'abord le médecin, un médecin de ville ou médecin hospitalier qui décèle les symptômes. Il y a le labo, c'est Pasteur, qui vérifie la confirmation biologique du cas avéré de tuberculose. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le comité de lutte anti-tuberculose. Il est géré par la Croix-Rouge en Guyane et c'est lui qui, à notre demande, il est financé par nous, l'ARS, et c'est lui qui, à notre demande, met en place toutes les précautions qui s'imposent. Le risque de contagion est faible. Pourquoi il est faible? Parce que la contagion n'est possible que si le contact est un contact à la fois rapproché et durable. C'est-à-dire qu'on peut transmettre la tuberculose à son voisin si on est très proche de lui et si on est très proche de lui durant longtemps. Aujourd'hui, ça reste une maladie de la pauvreté, de la précarité, donc on la connaît encore dans les départements les plus précaires de métropole, et bien sûr on la connaît en Guyane, une 50aine de cas par an. Les mesures sont très bien procédurées, c'est-à-dire qu'on les connaît, on sait les mettre en place. D'abord évidemment l'isolement et le traitement du petit malade, ça c'est clair, et ensuite une enquête approfondie dans l'entourage scolaire, familial du malade, pour déceler la survenance d'éventuels symptômes. Restons dans le domaine de la santé. Pour cela, rendons-nous chez nos voisins de Guadeloupe. Chaque année, l'unité pédiatrie du CHU organise une consultation spécifique pour des enfants atteints de pathologies compliquées à prendre en charge. Pour cette nouvelle session, les équipes médicales ont choisi de s'intéresser aux patients atteints de scoliose. Jusqu'à la fin du mois de novembre, ces jeunes patients peuvent bénéficier d'une consultation et d'un projet médical destiné à corriger leur déformation lombaire. Une bouffée d'oxygène pour ces enfants, mais aussi pour leurs parents. Regardez le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Pour ces consultations spécifiques annuelles, le CHU de Pointe-à-Pitre reçoit des enfants atteints de scoliose cette année. Katie Richard accompagne aujourd'hui son fils Kylian pour cette visite post-opératoire qui aidera le jeune homme à mieux vivre avec sa pathologie. C'est difficile. Avoir un enfant en situation de handicap plus une scoliose prononcée, c'est très difficile. Mais je vais quand même dire, on fait avec. Des fois, il a mal. Quand il a mal, on sait. Quand il a mal, il nous le dit. Donc, on le couche. Et ou bien, il est dans son fauteuil. Mais c'est vrai que le quotidien, c'est pas facile. C'est pas évident. Mais comme je dis, c'est un combat. Et on mène le combat, tous. Et je pense qu'aucun parent ne souhaite ça. Mais bon, c'est arrivé. Donc, quand les médecins nous ont appris qu'il ne sera pas comme tous les autres enfants, on s'est dit, c'est un combat à mener. Et puis, on fait avec. Pour Christin, âgé de 17 ans, c'est en 2015 que la scoliose a été détectée. Pourtant, ce jeune homme plein de vie ne renonce pas à sa passion, le sport. Je voulais m'inscrire dans un club de basket et je suis allé voir un médecin du sport qui m'a examiné, m'a fait enlever mon t-shirt et en m'examinant, il avait remarqué une déformation du dos. Il m'a envoyé au CHU pour voir un médecin spécialisé. J'ai su que justement j'avais une scoliose. Et j'ai suivi un traitement, j'ai porté différents types de corset. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, j'arrive bien à gérer ma scoliose. Parce que bon, ça fait un moment quand même, je commence à être habitué. J'évite de porter des sacs trop lourds pour aller à l'école. Et je fais aussi beaucoup de sport, ça aide pour la scoliose, de la natation, du foot. Au niveau du sport, en fait, ce qui est gênant, c'est plus le fait que la déformation cause parfois des problèmes respiratoires. Donc, avant de savoir que, avant que ça soit évolué, je faisais beaucoup de sport à la base de 6 heures d'affilée par des fois. Et là, j'étais obligé de baisser le niveau, de faire par exemple 2 heures, 3 heures. Et malgré ça, après le sport, il faut quand même des petits massages, des petits étirements plus approfondis pour réussir à éviter des douleurs qui sont des fois très gênantes. Cette pathologie qui déforme la colonne vertébrale se développe surtout durant la puberté, sauf cas exceptionnel. 90% des scolioses sont non évolutives, mais cependant, 10% d'entre elles peuvent évoluer. Et ces consultations permettent justement de les détecter et de les traiter efficacement avant l'âge adulte.
Les Guyanais seraient plus généreux à la veille des fêtes de fin d'année. C'est en tout cas ce que constate le Secours catholique. Une collecte de dons en faveur des plus démunis est en cours jusqu'au 31 décembre. Occasion pour nous de nous intéresser à l'action de cette organisation caritative. En 2016, elle a accueilli au sein de son équipe locale environ 3000 personnes en situation de précarité. Le point sur l'action du Secours catholique dans ce reportage de Pierre Tréfou. Ce matin, Marlène a décidé de faire un don. Elle a choisi le Secours catholique pour déposer ses vêtements. C'est le plus abordable. Moi, j'ai essayé autre chose. J'ai vu aucune possibilité de donner. Et là, ça semblait plus abordable. Je peux me garer, je peux le trouver. Ils sont là tous les jours de 10h à 11h. Donc, c'était facile, quoi. Je pense que toute association bienfaitrice peut profiter de ce que j'ai à donner, si j'ai quelque chose à donner. La fin d'année est une période importante de mobilisation et de nombreux donateurs passent par le Secours catholique. Pour sa présidente, chaque don a son importance. C'est toutes les personnes, et ce ne sont pas que des catholiques, même si nous sommes le Secours catholique, nous n'aidons pas que des catholiques, on aide tout le monde. On ne demande pas aux gens de nous sortir leur certificat de baptême, on ne demande pas de nous sortir leur nationalité. Quelqu'un qui est dans la précarité, quelqu'un qui a un besoin, nous lui apportons dans la mesure du possible l'aide dont il a besoin lui. Donc on ne fait pas de distinction de race, de culture, de religion. On reçoit tous les dons et on aide tout le monde. Des cours sont aussi dispensés au sein du Secours catholique afin d'améliorer l'insertion des immigrés. En 2016, le Secours catholique de Guyane a accueilli au sein de ses équipes locales environ 3000 personnes en situation de précarité. Du 19 novembre au 31 décembre 2017, le Secours catholique lance un appel aux dons financiers pour aider les plus fragiles. Du sport à présent avec la première course de VTT organisée par le club de Remire Montjoly Bike. Ce sera ce week-end dans la ville de Saint-Élie. Une vingtaine de concurrents sont déjà inscrits. Les détails de la compétition avec Steve Stanislas, président de l'association Remire Montjoly Bike, au micro de Jonathan Lariot. Le raid partira de la piste PK6 à 14h30, samedi 2. Pour une arrivée au bourg de Saint-Élie prévue à 17h, 17h30. Le lendemain, la deuxième étape partira du bourg de Saint-Élie pour rallier la mine d'or d'Eau Plata. L'idée, c'est de relancer la pratique du VTT en Guyane, sachant qu'on voit qu'il y a beaucoup de courses sur route. On voit ce que ça donne le Tour de Guyane, mais on sait aussi que pour avoir de bons coureurs cyclistes sur route, il faut passer par le VTT. Donc nous, ça fait notre association 3 ans qu'on essaie de relancer la discipline. Et donc l'apothéose, ça va être cette manifestation sur Saint-Élie qui est quand même une première. Ça sera un raid très raide avec des dénivelés à pratiquement 500 mètres. 500 mètres, ça paraît très peu, mais pour la Guyane, c'est énorme. Donc la première étape, elle est hyper vallonnée, très très vallonnée. Ce sont vraiment des casse-pattes. Et la deuxième étape, ça va être pareil. Donc sur les 2 jours, il y a 50 km à faire. Et voilà, c'est vraiment un raid, mais c'est à faire. La première édition des journées prestige de la Beautiful Box se poursuit aujourd'hui. Un événement de mode dédié aux professionnels organisé par l'association du même nom. Pour cette première, Patrice Marie-Alphonsine, le numéro 3 de la ligne de vêtements Dior Homme, a animé un atelier de stylisme devant une vingtaine de professionnels, dessins et découpes de patrons. Comment faire pour développer sa propre méthode? Le reportage de Jonathan Lariot. Dans cette salle, les regards ne perdent aucune seconde de la démonstration de Paco Marie-Alphonsine. Ce styliste de renom réalise en quelques coups de feutre et de ciseaux le travail d'une semaine d'un couturier lambda. 3 minutes pour dessiner sur la base de la robe et j'ai dû prendre 15 minutes pour tirer un patron de robe droite de la machine. Grosso modo, 20 minutes à passer. Et si je vous dis de faire ça en 30 minutes, vous devenez fou. Durant sa dernière journée en Guyane, c'est devant des professionnels et quelques amateurs de couture que Paco étale son parcours de vie. Phare de son expérience et de sa technique, c'est un moment d'anthologie pour son public. Il a démystifié pas mal de choses dont on avait déjà une vague idée, on pourrait dire, une idée bien précise. Mais il nous a bien motivés en nous expliquant d'une part que on se complique la vie. Donc de nous la simplifier en utilisant des techniques et des méthodes beaucoup plus simples.
C'est une vision réaliste de la mode, c'est une vision fraîche, une vision humaine, une vision dont on a besoin sur le territoire guyanais. Mais loin d'être venu apporter une solution miracle à ces passionnés de couture, c'est plutôt sur la mentalité à avoir qu'il appuie son discours. Mon travail, c'est de sensibiliser mon auditoire sur le bon schéma mental qui lui permette d'être autonome, pas d'être dépendant de ma façon de faire les choses. Ma façon de faire les choses, elle me va à moi, parce que je l'ai développée en fonction de ma personnalité, de mon contexte, etc. Et je ne peux pas l'appliquer à un autre individu. Par contre, je peux le sensibiliser sur l'état d'esprit qu'il doit avoir, ce à quoi il doit faire attention pour créer sa propre méthode et sa propre trajectoire. La venue de ce styliste est possible grâce à l'association Beautiful Box. Son objectif, fédérer un monde professionnel dont les acteurs sont bien trop souvent esseulés. Le but de l'association Beautiful Box, justement, c'est de partager, de rassembler, de promouvoir et de former tous ces artisans, tous ces artistes, j'ai envie de vous dire, qui ont du potentiel, qui ont un bagage, qui ont des projets, qui ont de l'ambition, mais seuls n'arrivent pas forcément. Paco Marie-Alfonsine quitte le territoire ce soir pour regagner la maison Dior à Paris. Il laisse derrière lui un vivier de couturiers plein d'espoir, prêts à avancer ensemble pour le bien de la profession en Guyane. Du théâtre pour refermer ce journal, Piment de Cayenne, c'est le titre de la première pièce de théâtre d'un jeune auteur guyanais vivant en Hexagone. Maurice Tarcy a présenté son travail à Paris lundi soir au théâtre La Boussole. Il s'agit de l'histoire d'un jeune couple vivant en région parisienne et qui traverse une crise. Il décide alors de retourner en Guyane pour se distraire d'un quotidien pesant. Reportage de Stéphane Alexandrescu. C'est au théâtre La Boussole, en face de la gare du Nord de Paris, que s'est jouée lundi soir la pièce Piment de Cayenne. Une pièce écrite et mise en scène par Maurice Tarcy et produite par Myrto Mathurin et Gilles Joseph, président des associations guyanaises Moïsi Morodbo et l'Amen Créole. Dans cette pièce, on a essayé de toucher un peu à tout, que ce soit sur les sujets d'actualité, que ce soit sur le sujet culturel, et voilà quoi. Mais c'est vraiment faire voyager et puis mettre en avant la Guyane. Une soirée réussie si on juge avec quel enthousiasme le public a accueilli le spectacle. On a retrouvé quelques histoires bien propres au pays, avec des rappels très spécifiques, l'histoire des Touloulous, avec l'histoire du taximan qui est un petit peu volage et la femme qui débarque. Bon, je ne dirais pas que c'est spécifique à la Guyane, mais ça nous a fait quand même penser à des belles scènes qui se passent effectivement du côté de chez nous. C'est l'histoire d'un couple, Antoine et Ariane, installés en région parisienne, qui ne va pas bien. Elle s'ennuie dans une vie étriquée et lui ne sait plus quoi faire pour lui faire plaisir. Je n'arrive jamais à te faire plaisir. Tu n'es jamais satisfaite. Tu passes ton temps à me faire des reproches. Oh, mais toi, t'es content de la petite vie qu'on mène, toi ? Je pense que dans mon personnage et également dans cette pièce, tout le monde se reconnaît. Donc après, c'est vrai que par rapport à la conjoncture actuelle, on lui reproche un peu d'être électricien, de ne pas avoir beaucoup d'argent, de ne pas lui faire plaisir, d'être près de ses sous, etc. Mais peut-être qu'il ne peut pas justement lui payer tout ce qu'il veut. Pour la distraire, il lui offre un voyage en Guyane. Chérie, je t'emmène en vacances la semaine prochaine pour découvrir la Guyane. Toutes ces choses qu'on voyait dans les magazines. Tu te souviens? Le fameux carnaval, les Touloulous. Elle s'ennuie aussi, elle s'ennuie et du coup c'est ce voyage en Guyane qui va essayer d'apporter un petit peu de peps dans la relation Antoine-Ariane. Hélas, le voyage ne fait qu'accroître les tensions, la Guyane se révèle plein de pièges et de tentations et le couple explose. Ariane part avec un taximan dragueur, soi-disant célibataire, mais qui est finalement père de famille et marié avec Irène. Irène, c'est une femme qui perd pas le nord, quoi. Elle est toujours à fond, elle est hystérique, elle est mère de famille, mais elle est toujours à fond derrière son mari. Des personnages folkloriques essaient de remettre un peu d'ordre et de sagesse dans les couples qui se déchirent. Il y a Apollinaire, un sage très alcoolisé qui traverse la pièce avec ce slogan. Le Seigneur dit que l'alcool soit et l'alcool fut. Amen. Et il y a Martin, un autre sage qui vit depuis 30 ans en Guyane et que plus rien n'étonne. C'est un peu celui qui a l'expérience, c'est un peu le sage, on va dire. Et puis finalement, tout le monde se retrouve et se réconcilie à l'occasion d'une fête organisée à l'hôtel du Piment de Cayenne. Une histoire morale qui se termine bien. Ce type d'histoire est assez fréquente, aux Antilles ou en Guyane. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il y a une morale quand même. Tout finit bien.
C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. La Simco est désormais détenue à 1/3 par la Société nationale immobilière. Le conseil d'administration du bailleur social a approuvé la vente ce matin à Kourou, une vente à laquelle s'oppose la collectivité territoriale de Guyane, notamment. Nous en parlions. Doit-on craindre une propagation de la tuberculose au lycée Gasson-Monerville de Kourou? Un élève s'est plaint de tout, accompagné de saignements la semaine dernière. Pour l'ARS, il n'y a pas de risque d'épidémie. En fin de journal, nous vous proposions de découvrir le travail d'un jeune auteur guyanais, Maurice Tarcy, qui a présenté sa première pièce devant le public du théâtre La Boussole, Piment de Cayenne. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une bonne soirée sur ATV Guyane.